Merci beaucoup en tous les cas. Florent Larange, donc moi je suis ancien chercheur à l'École centrale de Nantes, dans un laboratoire qui s'appelle le LS2N, Laboratoire des sciences du numérique. Tout à l'heure, Philippe, tu parlais effectivement de mon collègue Francky, qui était l'INA, laboratoire d'informatique. On a fusionné il y a quelques années avec l'Institut de recherche en communication et cybernétique. Maintenant, on est 550 chercheurs à travailler sur le numérique. Voilà. On a un très gros labo sur Nantes. Faut pas hésiter à venir nous voir, en fait, parce que je pense qu'on a plein de choses à partager et échanger. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le patrimoine industriel, scientifique, technique, et plus largement sur la capitalisation de notre savoir-faire, la modélisation et la valorisation par les outils numériques. Alors justement, je trouve ça intéressant tout à l'heure que tu parles de cet ouvrage-là, parce que justement, j'avais noté, donc il y avait un bel article que tu avais pu écrire dessus sur l'intérêt du numérique. Il y avait également Irène Girardot de la direction du patrimoine de l'archéologie de Nantes qui avait posé les bases de notre patrimoine en 2018 pour l'ouvrage qui datait de 2016 pour les documents écrits. Et puis moi, j'avais posé un article sur, j'ai relu tout à l'heure, sur quels sont les enjeux, des usages du numérique pour demain. Voilà, donc 10 ans après, ça y est, on y est, enfin. Voilà, tout était là-dedans, c'était plutôt chouette et ça rejoint la thématique de cette journée. Comment le numérique peut-il servir à la médiation du patrimoine, absent, invisible ou inaccessible? Ce matin, j'ai relu les ateliers, vous aviez beaucoup de questions. J'en ai noté une qui rejoint la question de l'authenticité, effectivement, sur quelles sont les limites du numérique, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il y avait une question sur l'ASCO 5, alors on aura peut-être l'occasion d'y revenir, sur l'inaccessible, voilà, l'ASCO 1, 2, 3, le 4 qui peut être sujet à controverse, et puis le 5 peut-être un jour. Mais il y a d'autres grottes, on peut dire aussi, vraiment, que ce soit Chauvel et d'autres qui nous permettraient aussi de mieux comprendre notre patrimoine. Vous aviez posé une question sur l'intégrité. Alors, on a parlé d'authenticité, on peut parler de l'intégrité, les deux critères de l'ESCO sur le patrimoine immatériel. C'est vraiment la compréhension de nos sites, de nos objets patrimoniaux. Quelle place pour le médiateur? Ça, c'est une des questions, c'est demain, le numérique avec ou sans médiateur. Comment on va pouvoir travailler main dans la main ensemble? Est-ce que le numérique aussi peut nous aider à l'immersion pour mieux comprendre des choses qui n'existent plus? Peut-être que là, je crois que vous aurez des témoignages à nous apporter. Et puis, sur l'invisible, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que le citoyen puisse retrouver l'ensemble de la documentation, des archives, et ce n'est pas réservé qu'aux chercheurs, finalement, toute cette traçabilité. On se doit aussi de proposer aux utilisateurs le dossier d'œuvre. Voilà, s'il a envie de fouiller, s'il a un background un peu différent, eh ben, il peut aller chercher de l'information, s'il est plutôt dans les métiers de l'histoire de l'art, ou s'il voit une machinerie, il a envie de savoir comment ça marche, il doit pouvoir accéder à la documentation des chercheurs. Donc le numérique peut nous aider à faire tout ça, et peut-être qu'il y a aussi, alors c'est un sujet connexe que j'ai lu entre les lignes, c'est quelle place pour l'IA dans tous ces sujets-là. C'est pas forcément le débat de ce vendredi après-midi, parce qu'on pourrait passer une journée entière. Voilà. Mais en tous les cas, c'est vrai que à l'heure où nos LLM, là, nos machines d'apprentissage, nous permettent d'aller chercher de l'information là où on n'y avait pas forcément pensé, ou alors nous, on va y mettre quelques années en tant que chercheur pour aller chercher de l'info, ça peut nous aider à, pourquoi pas, effectivement, reconstituer notre patrimoine, voilà, pour aller revivre des choses que l'on a perdues par le passé. Ça pose plein de questions. Ça pose des questions, l'invisible de la science dans tout ça, où se situe le travail des chercheurs. Ça pose des questions pour les professionnels du patrimoine, pour les muséographes, pour les institutions publiques. Et puis ça pose aussi des questions vis-à-vis du public sur le modèle économique qui sous-tend derrière. Et là, je pense que nous aurons aussi, mesdames, toutes les deux, peut-être des réponses à nous apporter. Donc, un volet humain, effectivement. Voilà, je plante quelques jalons, comme ça vous allez pouvoir rebondir dessus après. Les professionnels des musées, les services des publics qui sont concernés, qui ont, on disait à midi, pas forcément toujours les mêmes objectifs, peut-être, que la conservation ou que les chercheurs. On n'oublie pas que le public, il est en présentiel, mais il peut être aussi en distanciel maintenant. Là aussi, je pense que Jeannette aura des choses à nous montrer tout à l'heure. Voilà, ça pose des questions sur le contenu, le contenant, quelles sont les données numériques que l'on crée, comment on est capable de les tracer, comment on est capable de les argumenter. La question de l'authenticité et de l'intégrité, j'en ai déjà parlé. Et puis, ça pose aussi peut-être des questions de stockage de ces données. J'ai essayé tout à l'heure le QR code sur le passage pour Noirmoutier. En fait, je n'y suis pas allé. Je pense que l'appli, elle doit dater un peu. Du coup, le site web n'est plus en ligne. Ça veut dire que nos données numériques, elles sont éphémères. Voilà.
Et là, ça pose une question, comment on va pouvoir conserver ces données-là? Là aussi, les chercheurs, peut-être ont des propositions à faire. Pour répondre à toutes ces questions, 3 intervenants. Camille, toi, tu es plutôt en charge des publics. Voilà. Au chronographe. Alors, le chronographe, c'était en 2017 à son ouverture le centre d'interprétation archéologique de la ville de Nantes, qui est devenu maintenant le musée. De Nantes Métropole. De Nantes Métropole, tant pour moi. De Nantes Métropole, qui est devenu du coup musée le chronographe. On parle communément de musée parce qu'en fait, le centre d'interprétation sur l'archéologie, ça parle pas forcément, et s'il y a, personne ne sait vraiment ce qu'on va mettre derrière. On n'est pas vraiment un musée parce qu'on n'a pas de collection propre, mais on en a toutes les autres missions, donc par, on va dire convention de langage, on va dire le musée archéologique, le chronographe. Donc on est métropolitain, on est situé à Rezé sur le site archéologique antique Saint-Lupien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le présente peut-être en 30 secondes. On est donc sur un ancien quartier portuaire qui a été fouillé à plusieurs reprises, mais la grosse campagne de fouilles, ça a été entre 2005 et 2016 par les archéologues de Nantes Université, de l'Université de Nantes. Les archéologues ont trouvé donc un quartier portuaire avec notamment des quais monumentaux en bois, ce qui est assez exceptionnel parce qu'on retrouve rarement des éléments en bois. On en a parlé tout à l'heure, le bois souvent ça s'aligne, ça se détériore et donc on n'en retrouve rien. Là c'était tellement il y a submergé, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas il n'y avait pas d'oxygène et c'était conservé en fait grâce à la teneur en eau quand même. Que les archéologues ont réussi à retrouver ces quais et donc les quais, notamment des entrepôts aussi sur le site Saint-Lupien et des anciennes boutiques. On a donc ce musée archéologique, ce chronographe qui a été créé et ouvert en 2017 et qui prend place en fait dans les anciens, dans l'emplacement du plus grand des entrepôts en fait de l'époque antique. Le site date à peu près du 1er au 3e siècle où il a été en activité en tant que port en fait sur la Loire. Et la problématique, on va dire, c'est qu'aujourd'hui la Loire a reculé à 500 mètres au nord, donc il n'y a plus du tout d'eau, sauf vraiment en cas d'inondation sur le site. On n'a plus d'eau, donc les visiteurs quand ils arrivent, ils voient juste comme un grand parc urbain, si vous voulez, c'est très ouvert. Suffit que l'herbe soit un peu haute, les vestiges. On les glissèrent l'interne, c'est des murets vraiment de cette hauteur-là, hein, donc ils affleurent mais pas beaucoup plus au niveau du sol. Donc les visiteurs et les badauds ne se rendent pas forcément compte en fait du site exceptionnel sur lequel ils se baladent et ils viennent visiter. Je m'arrête là dessus. On va en reparler après. Donc vraiment un patrimoine qui est absent pour certains, qui est voire même invisible parfois, où vous avez beaucoup de numérique au chronographe aussi pour aider à comprendre tout ça. Okay. Merci beaucoup. On accueille également Gwenaëlle Monroe, Gwenaëlle, directrice des ALI de Vendée, Sud-Vendée, pardon. Voilà. Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, je travaille pour le département de la Vendée. Je suis gestionnaire de l'abbaye de Maizet, de l'abbaye de Nieul, qui sont distantes de 10 km, qui sont au cœur du marais de Main, et du prieuré de Gramont, qui est à côté de Saint-Prouvent, donc pas très loin d'ici. Là, le propos d'aujourd'hui m'a amené à présenter un petit peu plus l'abbaye de Maizet. C'est le site majeur patrimonial du Marais Poitevin. On accueille à peu près 80 000 visiteurs par an. Et la particularité de Maizet, c'est que c'est une ruine archéologique. Hein, il reste 2 murs, près, et des bâtiments conventuels. Mais pour autant, il se dégage un aspect assez monumental et la proximité avec le Marais Poitevin en fait une destination à part entière. Et on a cette histoire commune entre le patrimoine naturel et le patrimoine architectural. Pour situer juste, donc l'abbaye est dans le périmètre classé du Marais Poitevin. On est en convention Ramsar. En plus, on a la DRAC. Enfin, je pense qu'on cumule toutes les contraintes à la fois environnementales et à la fois patrimoniales sur ce site-là. Donc on tient vraiment à préserver. Et on a encore une grosse partie qui est en cours, on va dire, de découverte, puisqu'on a une grande quantité de monuments encore qui sont cachés et qui ont été réenfouis suite aux fouilles qui ont eu lieu en 1995. En fait, il y a eu toute une campagne d'ouverture, donc on a des photos qui ont été réensevelis pour les conserver, puisque
la mission de l'époque n'avait pas vocation à s'étendre au-delà. Euh, donc c'est une abbaye qui a été construite au XIe siècle, qui a connu des grandes heures, et puis dont une partie des pierres ont été utilisées pour construire le village de Maizet. C'est assez aussi surprenant de découvrir voilà, toutes les pièces monumentales qui sont dissimulées dans le village. Quand on les connaît, quand on a un petit peu l'œil, c'est très intéressant. Et le sujet d'aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on voit quand on est à Maizet, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, c'est une ruine. Voilà. Et ça peut vite s'arrêter là. On a mis en place des outils numériques, je parlerai tout à l'heure, qui permettent justement de voir cet invisible et également de mettre en valeur des recherches et des fouilles archéo qui ont eu lieu en 2021 et là qui nous apportent aussi une coupe supplémentaire. Simone. Et puis, quelqu'un qui connaît plutôt bien les dispositifs, les publics également. Olivier, donc Olivier Hull, tu es maître de conférence en informatique au LERIA, responsable d'un parcours de master, du master médiation culturelle et communication à l'ESTUA, au sein du département tourisme et culture. Voilà, à Angers. Tes recherches au quotidien, du coup. Tout le temps. Alors moi je travaille donc informaticien. Je suis spécialisé dans ce qu'on appelle les IHM, les interactions humain-machine. Et donc depuis quelques années maintenant, spécialisé sur les interactions humain-machine, de dispositifs numériques de médiation. Donc sur le public plutôt touristes, visiteurs, que ce soit tablette, réalité virtuelle ou autre, on n'a aucune assise technologique. On est vraiment sur les usages de ces dispositifs et les relations entre ce dispositif et un être humain, a priori, normalement constitué. Et pour ce qui est de la spécialité dans la spécialité, moi, mon credo, c'est d'essayer d'imaginer, de concevoir des méthodes d'évaluation de ce dispositif et qui soient applicables en amont, c'est-à-dire pour aider des professionnels à un petit peu critiquer, évaluer, disséquer leur dispositif et la situation dans laquelle il va être utilisé. Et ce soit donc prédictif avant que les utilisateurs s'en servent et que ce soit transférable, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas forcément besoin qu'on vienne sur le terrain faire une expertise à chaque fois, d'essayer de concevoir des méthodes, des questionnaires, des critériologies qui les aident à avoir un regard un petit peu critique et clinique. Donc du coup, on essaye de couvrir un champ qui va effectivement de, on va dire, l'ergonomie logicielle au sens un peu strict du terme, jusqu'à des approches, comme tu le disais, plus sociologiques. On a des gens qui travaillent en sciences de gestion, on a des gens voilà, psychologue, bien sûr, etc. Et donc, psychologie cognitive, comportementale, gestion de groupe, etc. On essaie d'avoir un regard un peu critique sur le dispositif, à la fois son usage technique et jusqu'à son usage par un groupe, sa mise en scène dans un parcours, sa scénarisation, etc., etc. Mais nous, dans ce que je fais moi, plutôt dans un regard d'évaluation, d'aider à l'évaluation de ces dispositifs. Donc du coup, moi j'en ai évalué certains, je connais leur dispositif. On a fait surtout dans 2 projets, alors moi qui a maintenant 10 ans, qui a commencé il y a 10 ans, un projet qui s'appelait Predict, celui un projet qui s'appelait Pexupac, surtout sur la région Grand Ouest et Bretagne, parce qu'on peut pas aller partout. Mais on a vocation aussi à terme, c'est un de nos chantiers à l'Estua pour le coup, qui est d'essayer d'avoir un outil de description de ces dispositifs, de les caractériser pour pouvoir les comparer un petit peu, et d'en faire une encyclopédie, en tout cas d'avoir un outil, une base de données de recensement de tous ces dispositifs à l'échelle nationale. Et là, pour le coup, l'Estua, ceux qui connaissent, c'est une grosse machine avec pas loin de 2000 étudiants en stage tous les ans sur le territoire. Ça nous fait une base de remontée d'existence des dispositifs assez monstrueuse. Donc on est en train d'essayer de concevoir un outil qui permettrait de recenser ces dispositifs, toujours pareil, pour vous permettre de dire, tiens, je voudrais utiliser tel dispositif, qui l'a déjà fait en France, quelque part, des choses comme ça. Et alors justement, si on rentre dans le vif du sujet, la médiation par le numérique, ça pose un certain nombre de questions sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont les limites, jusqu'où on doit aller pour le public, dans sa restitution aussi. Est-ce que peut-être on peut parler peut-être du chronographe et puis de la vie, un peu les dispositifs que vous avez mis en place, si tu as Camille peut-être des choses à nous montrer aussi. Oui. N'hésite pas. Vous voyez à l'écran, je vais vous présenter, c'est la vidéo qui se trouve dans l'exposition permanente. Enfin, une des vidéos de l'exposition permanente, c'est une reconstitution en fait de ce que a pu être le port antique dont je vous parlais sur le site Saint-Lupien. C'est une reconstitution qui a été faite pour l'ouverture en 2017, donc au moment où le chronographe est ouvert, mais où le rapport de fouille n'était pas encore fini. Parce qu'en fait, il va être rendu ce rapport à la fin de l'année 2026, donc de cette année.
Et là, c'est une proposition rendue au vu des résultats des recherches à l'instant T en 2017. Une fois que le rapport sera sorti, peut-être qu'il faudra qu'on revoie un petit peu cette première proposition. Donc, c'est un peu ce qu'on indique aussi en introduction de la vidéo pour que le public sache aussi que c'est une proposition de rendu. Puis ce qui est noté, c'est bien entendu quand même issu des recherches archéologiques, au vu de ce qui a été reflété sur le site, donc des connaissances qu'on avait en 2017, on sait quand même un certain nombre d'éléments. Et après, il y a une barre d'interprétation parce qu'on ne sait pas s'il y avait un étage supplémentaire sur les entrepôts, toute la mise en scène un peu qui fait que la vidéo est un peu vivante avec les personnages, les groupes tailles. Forcément, c'est un petit peu mystère. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce qu'après c'est la suite de la vidéo, on est quasiment au bout, ça vous donne un aperçu déjà de... En fait, ça permet aux visiteurs de comprendre un peu quel pouvait être l'aspect du site à l'époque, quel bâtiment pouvait être présent. Ça, c'est le premier outil vraiment qu'on propose. Après, on a d'autres vidéos, je vais pas toutes vous les présenter. On a un deuxième outil qui est intéressant, c'est l'atlas archéologique de Nantes Métropole. En fait, c'est un SIG, si vous voulez, un système d'information géographique qui permet en fait d'avoir la carte donc, de Nantes Métropole et des points en fait sur les différentes opérations, les différentes campagnes de fouilles qui ont été faites. Et d'avoir quelques informations, soit un texte et des photos en fonction des points, pour voir en fait tout ce qui a pu se faire sur le territoire de Nantes Métropole en termes de recherche archéologique. Sachant que bien souvent, c'est des choses qu'on ne voit plus sur le territoire parce que ce sont des fouilles parfois préventives en vue d'un aménagement urbain. L'aménagement se fait et en fait, on ne garde rien, en tout cas dans le paysage de ces fouilles. Donc ça permet à tout un chacun quand même, généralement les gens ils vont regarder près de chez eux ce qui s'est fait et d'avoir connaissance un petit peu de l'histoire et de l'archéologie, de tout ce qui s'est passé dans leur quartier. Il est accessible sur notre site internet. Donc là, il y a plein de points. Forcément, vous avez Rosé en bas, où il y a énormément de points, parce que je sais que c'est un site très, très connu, Nantes aussi, mais il y en a d'autres un peu partout disséminés. Je mets juste une précision, les endroits où il n'y a pas beaucoup de points, c'est pas forcément qu'il n'y a pas d'intérêt archéologique, hein, c'est simplement qu'il n'y a peut-être pas de projet urbain, pas de projet d'aménagement, et du coup, il n'y a pas eu d'opportunité fouille. Pas qu'il n'y a rien à aller chercher. Et peut-être le lien entre cet atlas et par exemple Nantes Patrimonial, je parlais de ton introduction tout à l'heure, mais il y en a un pas du tout. Alors, Nantes Patrimonial, c'est du coup un site internet qui est développé par la direction du patrimoine et de l'archéologie de Nantes et qui valorise en fait le patrimoine mais plutôt nantais pour l'instant, même si de faire du pas de côté sur la métropole. Et en fait, ça peut servir effectivement, on fait partie de la direction du patrimoine et de l'archéologie. Donc nous, ces ressources-là peuvent aussi être repartagées, réalimentées dans des articles en fait sur Nantes Patrimonial pour vraiment vulgariser la connaissance et puis la diffuser auprès du grand public.